Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres micros, s'il te plaît? Ah, merci. Donc d'abord, merci à tous trois. Avant, je ne vous ai pas annoncé quelque chose, qui est que plus tard, nos trois auteurs signeront des livres à la fin, et qu'il y aura aussi un petit verre de l'amitié à la fin. Je voudrais que Adèle puisse maintenant s'exprimer et nous raconter ce qu'il vient de vivre en Égypte. Et puis ensuite, on passe à vos questions, et à vos questions courtes, comme on a dit, et à leurs réponses courtes aussi, comme ça il y a plus de questions. Merci à vous. Adèle Gastel, journaliste, reporter, plus près de la bouche. Adèle Gastel, journaliste, reporter, à France 24, la chaîne de télévision, la chaîne d'information internationale. Donc comme tous les autres médias du monde, nous avons été dépêchés dès les premiers jours de ce que certains appellent une révolte. Le 28, déjà j'y étais, 3 jours après le début de toutes ces manifestations à la place Tahrir. Alors nous avons très très vite été repérés par les pro-Moubarak suite à cette manifestation dans les opposants appelée la manifestation du million. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait 1 million de manifestants dans la place Tahrir. Nous étions 3. Johan a été donc pris à partie en raison de son faciès, parce qu'il a les yeux bleus. Donc immédiatement, il y avait quelqu'un dont je présume qu'il est pro-Moubarak qui lui a sauté dessus en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc c'était un délit de faciès. Le deuxième, qui est Fenwick, également a été tabassé parce qu'il parlait anglais dans la rue. Et moi qui suis d'origine algérienne, donc on m'en a voulu parce que l'Algérie a battu l'Égypte et s'est qualifiée à sa place au Coupe du Monde. C'est très sérieux parce que cette question m'a été posée quand j'étais dans les mains des services secrets égyptiens, pendant que je recevais des coups de poing dans les côtes. On m'interrogeait très sincèrement, sur mon avis sur le match Algérie-Égypte de la Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde de football. Alors, à ce moment-là, ça ne m'a pas fait rire du tout. J'ai prétendu que je n'avais absolument rien à voir avec le football, ce qui était un mensonge. Alors, qui nous est tombé dessus à ce moment-là, à la place Tahrir? C'est des gens qu'on appelle les Bataglia, c'est-à-dire des voyous armés, armes à feu, armes blanches. Je n'ai pas vu personnellement d'armes à feu ce jour-là, mais quelques jours auparavant, j'en avais vu dans les mains de gens qui ont justement arrêté des repris de justice, parce que vous savez que de grandes évasions ont été, moi je présume qu'elles ont été organisées, de grandes évasions de prisons, de beaucoup de prisons égyptiennes. Donc ces gens-là ont été lâchés dans la nature, et je pense que ce sont ces gens-là qui sont passés à l'attaque. Ils avaient tous pour mot d'ordre de choper de l'étranger, quoi. Alors, Fenwick, plus tard, il m'a raconté, Fenwick doit la vie à un jeune Égyptien qu'il a protégé quand il était par terre, quand il se prenait des coups de barre, des coups de barre de fer, de bâton, etc. Il y a un jeune Égyptien, Mohamed, qu'il a couvert de son corps. Donc, après, nous avons, par le plus grand des hasards, tous été remis à l'armée, tous les 3. On s'est retrouvés très vite après dans les mains de la police militaire, qui à ce moment-là est venue immédiatement nous reprocher d'être venus en Égypte pour semer le désordre. J'ai reçu des coups de poing de la part d'un capitaine dont j'ai quelques informations précieuses qui peuvent éventuellement plus tard m'aider à le retrouver.
fait lui qu'on lui a reproché, enfin le Mohamed en question, plus tard on l'a tabassé et on lui a dit pourquoi tu es en train d'aider un agent du Mossad. Donc, et ainsi de suite. Alors, je ne m'étalerai pas du tout sur parce que c'est horrible. Personnellement, on a essayé de me casser le genou gauche dans la cour du quartier général même de la police militaire égyptienne. Première question, après ça, quand on nous emmène dans le bureau je présume que c'était un général-major. Je ne connais pas très bien la nomenclature militaire, les grades, mais je pense que ça peut être un général-major. Première question, qui vous êtes? Deuxième question, quelle est votre religion? Voilà, suite à ça, donc on nous remet aux mains des services secrets, et là on nous applique exactement le manuel de la démoralisation, c'est-à-dire affamé, assoiffé, pas de téléphone à nos proches, donc aucune information au monde extérieur sur ce que nous subissions. Nous entendions des hurlements en égyptien, donc je parle arabe, donc j'arrivais à déceler. Et de temps en temps, on nous disait, vous n'avez absolument rien à craindre, vous êtes étranger. Les Égyptiens ils subissent un traitement beaucoup plus musclé que ça. C'est dans des cellules capitonnées, donc pour ceux qui maîtrisent un peu la physique, les cellules capitonnées évitent, assurent un isolement acoustique. Voilà. On nous a relâchés plus tard, à peu près 24 heures plus tard. On nous a ordonné plutôt de monter dans un véhicule civil, des services secrets. La tête en bas, on nous a menacé de mort si on parlait ou si on levait la tête. Et on a mis avec nous des barbus, des Pakistanais au look franchement taliban. Ils étaient 6 à peu près. Nous on était 3 Français et un Belge. On nous a mélangés comme ça dans ce véhicule civil, banalisé. Et on nous a lâchés dans la nature, dans un quartier où on nous a ordonné de nous mettre contre un mur à la manière des condamnés à mort, la tête baissée, et la voiture a disparu. Et donc là, on a juste le temps de regarder autour de nous, de nous assurer que la voiture n'est plus là, et là on voit arriver une espèce de milice civile avec des barres de fer, toujours le même spectacle. Donc ils nous tombent dessus, qui ne comprennent absolument pas qui on est, donc nous on sort le passeport, French, journaliste, et ils ne comprennent pas ce que font French journalists avec des talibans. Donc c'est voulu, c'est de la manipulation, enfin je pense après coup, je pense que c'était justement pour entretenir ce climat de psychose et ce climat de peur vis-à-vis de cet étranger venu semer le désordre dans le pays. Voilà, en gros, après nous avons réussi un peu à donner par des méthodes qui nous sont propres quelques signalements, quelques renseignements précieux à notre rédaction. Oui. Tu m'as parlé du Coran sur le bureau. Oui, si je peux me permettre, Adèle, tu m'as parlé du Coran très visible sur le bureau du général, de la musique qu'on entendait. Ces détails sont importants. Comme le dit Guy, parce que nous en avons parlé hier, le militaire haut gradé qui m'a interrogé sur ma religion, bien sûr qu'il avait bien évidemment en évidence sur son bureau un gros manuscrit du Coran. Également, quand le téléphone d'un des agents des services secrets qui m'interrogeait quand son téléphone a sonné, bon, c'était une mélodie coranique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne donne absolument aucune interprétation à ce que j'ai vu ou à ce que j'ai entendu. Je suis incapable d'analyser, je ne suis qu'un journaliste. Donc voilà. Il y a une multitude d'autres détails comme ça qui montrent que effectivement cette dimension religieuse qui est très présente dans ce conflit, notamment les cris Allah Akbar pendant les affrontements, non pas d'ailleurs, entre les pros et les anti-Akbar, pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas l'arabe, Allah Akbar signifie Dieu est grand. Donc alors au-delà de tout ça, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain en Égypte? Eh bien,
C'est tout simplement un régime déficitaire qui est très contesté et qui commence à essayer de trouver des réponses à cette contestation qui est égyptienne, interne. Une des réponses consiste à dire c'est l'étranger. L'autre réponse, c'est d'essayer d'expliquer tout ça par des considérations géopolitiques immédiates. Voilà.